2, France Maghreb 2. Le grand forum, messieurs, dames, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. C'est jeudi, aujourd'hui nous sommes le 12 octobre et nous sommes ensemble jusque 18h avec un duo inédit pour nous accompagner aujourd'hui. Monsieur Sofiane Lakhdari, ça fait un petit moment déjà, hein. Monsieur Sofiane Lakhdari, comment ça va? Ça va très bien, merci Christophe. Ça va, tu es revenu, t'es là, t'es avec nous. Ouais, on est là. Ouais. Je te présente Majid Messaouden, comment ça va Majid? Bonsoir. Bonsoir, ça va tout le Majid? monde. Ça va très bien, merci. Un programme chargé, messieurs. Alors, votre programme à vous, on va commencer par Majid. Tu vas nous parler de l'annulation, on en a parlé d'ailleurs à plusieurs reprises, de ce colloque qui devait se tenir à l'université Lyon 2. Un colloque autour de l'islamophobie, auquel d'ailleurs devaient participer d'imminentes personnalités, telles que Vincent Gesser, Jean-Louis Bianco et bien d'autres. Absolument. Bon, on en parlera tout à l'heure. Et Daniel Obono sera ton coup de cœur. Absolument. Mon ami, camarade, député Daniel Obono qui subit des attaques racistes et islamophobes d'une violence inouïe. Et toi, mon cher Sofiane, tu vas nous emmener en Algérie. Oui, moi, il y a la recrudescence d'un nouveau phénomène qui a disparu quelques années, c'est la harga, c'est-à-dire les jeunes qui prennent des embarcations pour venir ici en France ou en Espagne, en Italie. C'est toujours d'actualité. La harga, voilà. Les harragas, malheureusement, et il y a un fléau qui la recrudescence et je voulais reparler de ce sujet malheureusement. Très bien, et bien on en reparlera tout à l'heure. Et comme coup de cœur, c'est un sénateur marocain qui a levé le temps contre la visite d'Amir Peretz au Maroc qui a été invité au Sénat. Ça fait un tollé là-bas. Ça fait un tollé par certains et pas d'autres. C'était pas l'unanimité et aujourd'hui beaucoup de journaux israéliens dénoncent ce sénateur avec un grand groupe parlementaire marocain qui ont dénoncé cette invitation. Amir Peretz, un ancien ministre de la guerre israélien. Oui, et tiens, on a appris cet après-midi que les États-Unis se sont retirés de l'UNESCO. L'UNESCO regrette profondément donc ce départ. Petite info au passage. Dans un instant, on en reparlera évidemment de ces sujets avec tout de suite le sommaire de cette émission de ce jeudi. Le grand forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Au programme de ce LGF, des organisations africaines portent plainte contre Nicolas Sarkozy auprès de la CPI, estimant qu'il est responsable de la déstabilisation de l'Afrique. Le week-end dernier, des femmes israéliennes et palestiniennes ont participé à une marche pour demander la fin du conflit israélo-palestinien, tout un symbole. Algérie, accusée de vouloir se représenter en 2019 à la présidence algérienne, Abdelaziz Bouteflika est sommé par des personnalités reconnues de ne pas briguer un 5e mandat. Les coulisses du pouvoir, notre infiltré au sein de l'Assemblée nationale, Nizar X, nous racontera les toutes dernières infos. Le quiz avec à gagner dimanche 5 novembre. Soirée rail avec Rail Narail. Ça se passera le 5 novembre prochain à Aubervilliers à l'Embarcadère. Une soirée Ville des musiques du monde qui fête son 20e anniversaire. Libertad, vous avez la parole, alors prenez-la tout à l'heure au 01 40 33 9000 en fin d'émission. France Maghreb 2, France Maghreb 2. LGF, le grand forum. Merci d'être avec nous jusqu'à 18h avec monsieur Sofiane Lakhdari. Je le dis à l'Algérienne ou pas là? Non, c'est bon. Lakhdari, ouais. Lakhdari, ouais. Et Majid Messaouden, c'est plus simple. Donc pour nous accompagner jusqu'à 18h. La question du jour aujourd'hui, c'est à propos, et on va en parler tout à l'heure, messieurs, du président algérien Abdelaziz Bouteflika, parce que de plus en plus de rumeurs nous arrivent, comme quoi il pourrait briguer un 5e mandat. Alors vous demandez, est-ce qu'il doit continuer pour, selon certains, la stabilité de l'Algérie après 18 ans au pouvoir? Si on y rajoute les nombreuses fois où il a été ministre et député, en fait il est un peu là depuis le début de l'Algérie, quoi, de l'indépendance de 62. Doit-il arrêter ou non, avec son état de santé, son accident vasculaire qui a eu lieu donc il y a 4 ans? Eh bien, vous êtes quelques-uns à répondre. Je regardais tout à l'heure d'ailleurs sur Twitter, on vous pose la question sur LGF officiel, il y a 87% des gens qui disent non, il faut qu'il arrête, quoi. Sur Facebook, c'est également très nuancé, donc allez-y, continuez à vous donner votre avis qui nous intéresse plus que jamais sur la page Facebook France Maghreb 2 et sur le LGF officiel sur Twitter. Et d'ailleurs, j'ai en face de moi deux grands utilisateurs de Twitter, que ce soit Sofiane ou Majid. Oh, Majid, il est un peu plus que moi, mais... Sur Twitter? Oui. Un peu. Très suivi sur Twitter, monsieur Majid Messaouden. Un peu. Oui. Alors, on va parler de ce qui s'est passé un petit peu dans un silence général, comme beaucoup d'actualités parfois, et c'est pour ça qu'on est là pour peut-être les relayer de temps en temps. Et j'ai envie de dire que c'est pour le symbole une très belle chose. Ce sont des femmes israéliennes et palestiniennes qui dimanche matin, ils étaient quand même 30 000, ce qui est même pas rien, ont marché pour demander la fin du conflit israélo-palestinien.
C'est symbolique, messieurs, mais ça peut en dire long quand même sur l'importance des femmes qui peuvent aussi, et on l'a vu dans plein de domaines, avoir leur rôle à jouer sur un conflit comme celui-ci qui dure depuis des lustres. Oui, évidemment que c'est important, mais c'est vrai que la portée symbolique elle est là, mais il y a aussi une portée politique, même s'il y a des mots que j'aurais aimé entendre pendant cette marche, comme occupation, colonisation, genre de choses, et c'est vrai que là c'était axé sur la paix, mais sans justice il n'y a pas de paix. Et je pense que, enfin moi je respecte tout à fait ce qu'ont fait ces femmes, hein, qu'elles soient israéliennes ou palestiniennes, parce qu'il y a effectivement du côté israélien une infime partie de la population, hélas, qui est clairement anticolonialiste et qui mérite qu'on le souligne dès qu'on a l'occasion de le faire. C'est pas manichéen comme certains voudraient nous le faire croire. C'est pas les juifs contre les musulmans. On est vraiment sur un conflit colonial et du coup ça traverse toute la société israélienne et il y a beaucoup de juifs ou d'israéliens laïcs progressistes et il faut le souligner. Mais encore une fois, j'aurais aimé que la dimension politique pour moi elle est passée au second plan par rapport à la dimension symbolique. Mais je pense que c'était le but aussi de ces femmes, de toucher le plus grand nombre de personnes et de montrer que leur combat pour ce qu'elles appellent donc la paix est important. En plus, c'est pas la première fois qu'elles font ça. C'est une ONG qui a été créée pour la petite histoire pendant la guerre. C'est pas une guerre, pendant l'agression sauvage sur Gaza en 2014. Donc c'est une ONG qui appelle Mahmoud Abbas et Netanyahou à parler, à essayer d'établir un dialogue. Voilà, bon, comme on le disait, c'est symbolique. Toi, tu déplores qu'il n'y ait pas donc cet aspect politique. Elles, en tout cas, elles ont tenu à marcher ensemble, israéliennes, palestiniennes. Je rappelle le nombre, 30 000. Non, mais c'est énorme, et moi, ce qui m'impressionne encore plus, c'est pas une image, seule image dans les médias français. Alors, c'est pas complètement vrai. Moi, je l'ai vu sur France Info, par exemple, c'est passé en boucle. Ah bon, on regarde pas les mêmes chaînes alors, c'est peut-être pour ça. Mais moi, depuis que France Info émet, je ne regarde plus les autres chaînes d'infos. Ah ouais? France Info, j'insiste pour les auditeurs et les auditrices, cette chaîne-là, elle est fabuleuse. Alors des fois, il y a des choses sur lesquelles on peut parler, mais il y a un vrai taf de journalistes. Ouais. Ils prennent le temps d'aller au fond du sujet, et franchement, du coup, sur cette marche-là, ils l'ont absolument relayé. Et ça m'étonne pas que d'autres chaînes info ou que les médias mainstream type France 2, TF1 n'en aient pas parlé. Mais en tout cas, France Info, ils ont fait le taf. Mais même France 2, TF1 aujourd'hui au niveau des informations, ils sont pas assez suivis, contrairement aux chaînes continues d'information comme BFM qui appartient à Monsieur Drahi, avec toute la panoplie de journaux et de radios qu'il a, RMC, l'Express, etc. C'est un homme qui est endetté de plus de 10 milliards et en même temps il défiscalise et il ne paye pas 1 euro d'impôt. Juste entre parenthèses, mais pour le camp de la paix israélien aujourd'hui, malheureusement, il est vraiment minoritaire aussi de la société israélienne. Il faut rappeler que le gouvernement qui est à la tête aujourd'hui du pouvoir israélien, c'est un pouvoir d'extrême droite, avec Benjamin Netanyahou qui menace de faire la guerre. Et c'est cette même société qui avait ramené Yitzhak Rabin dans les années 90 et qui avait le courage de tenter de faire la paix à l'époque avec Yasser Arafat, et la fin on la connaît de Yitzhak Rabin. Mais aujourd'hui, cette société, elle est vraiment penchée vers l'extrême droite et vers la guerre, et elle est avec toute personne qui est réenchère au niveau de la guerre. On a ce qui nous permet de Bennett, etc. Ce qui nous permet de glisser. Oui, bien sûr. Mais juste, ce qui nous permet de glisser aussi sur le fait justement que des informations, même si elles sont symboliques, ne soient pas relayées comme elles le devraient, en tout cas dans les chaînes d'infos. Mais par exemple, je pense à un conflit syrien, plus personne n'en parle. Est-ce que c'est parce que Bachar al-Assad a gagné que personne ne veut plus en parler? Je pose la question, moi, je sais pas. Non, maintenant on a parlé comme quoi Bachar al-Assad massacrait son peuple à l'époque. Maintenant on voit cette population qui avait déserté les territoires syriens, elle est en train de revenir aujourd'hui. On a presque 1 million de personnes qui sont revenues dans la ville de Halab, par exemple. Le Yémen, on n'en parle plus. On n'en parle pas, le Yémen, parce qu'il y a un allié des Américains, il y a des armes. Il y a pas de pétrole au Yémen, si. Il y a l'enjeu qui est au Yémen, qui est énorme. Oui, non, mais c'est très intéressant ce que dit Majid. Il n'y a pas de pétrole, effectivement. Il y en a. En plus, Israël elle a un intérêt crucial au niveau du Yémen. Quand je dis qu'il n'y a pas de pétrole, ça veut dire que si on laisse l'Arabie Saoudite pilonner le Yémen,
c'est bien qu'il y a des intérêts financiers derrière. D'intérêts financiers et en même temps stratégiques pour Israël afin de relier Djibouti, la base israélienne avec le Yémen, etc. Il y a d'autres projets qui sont là. Mais revenons au problème syrien. Aujourd'hui, nous sommes en train complètement, le conflit a changé de nature. On parlait de départ de Bachar el-Assad. Maintenant, on parle d'une alliance avec Bachar el-Assad et on voit que certaines capitales occidentales aujourd'hui, elles se précipitent afin de collaborer avec les services syriens. Et on sait qu'il y a à peu près entre 40 et 50 000 terroristes qui risquent de revenir sur nos territoires. Et l'effet boomerang, on est en face. L'avenir aujourd'hui, elle dépend de la coopération syrienne avec les dirigeants européens. Majid, comment t'expliques justement le fait on accentue beaucoup sur des sujets d'actualité pendant une période où j'allais dire où l'actualité est importante. On revient à la Palestine, par exemple, Gaza 2014. Si je me souviens bien, on va se rafraîchir la mémoire ensemble, si vous voulez bien. Il a fallu que TF1 montre ces 4 enfants tués sur la plage pour que enfin l'opinion publique commence à s'intéresser à ce qui se passe à Gaza. C'était quand même, je crois, une quinzaine de jours après le début de l'agression sauvage sur Gaza. Et après, on a eu évidemment toutes ces manifestations et ces milliers de personnes, dans les rues de Paris, avec évidemment ces manifestations interdites. Vous vous en souvenez, bien entendu. Mais comment on explique comme ça que les médias se focalisent sur un sujet parce qu'il est d'actualité? Ce fut le cas pour la Syrie, avec tout son lot de désinformation. Pour le coup, là, on a les preuves par A plus B qu'on nous a vraiment mené en bateau. Pour beaucoup en tout cas sur ce conflit. Le conflit syrien aujourd'hui n'existe plus dans les médias. Moi je vous invite à regarder, on n'en parle plus du tout. Et Dieu sait qu'il y a des choses qui bougent en Syrie. On peut parler du problème du cas du Kurdistan irakien avec le Kurdistan, l'allongement au niveau du Kurdistan, le Rojava, le Kurdistan syrien. On peut parler de repositionnement de la Turquie sur ce conflit. Il y a énormément de questions où on peut en parler aujourd'hui, mais on évite d'expliquer ça à l'opinion publique. Mais par contre, on le voit aujourd'hui, les médias mainstream, ils sont là pour préparer l'opinion publique à une guerre qui a été décidée bien avant. La Syrie, le jour où il y avait le non-engagement américain afin de détruire la Syrie, militaire direct, parce qu'ils travaillent aujourd'hui par proxy, par une armée qu'ils ont contribué à son arrivée ici en Syrie. Et aujourd'hui, on voit bien que les médias, ils ont un rôle, ils ont une propagande à propager et non pas à informer l'opinion publique. Majid, est-ce que tu partages l'avis de Sofiane là-dessus, son analyse? Oui, je partage en partie ce que dit Sofiane sur la Palestine. Il y a plusieurs raisons. Pour que les médias relaient des informations, il faut effectivement qu'il y ait soit des morts qui soient des enfants, soit qu'il y ait un massacre de masse. Mais à Gaza, il y a plusieurs milliers de civils qui ont été tués. Tous les jours, le blocus rend la vie quotidienne des Gazaouis impossible. Ouais. Pour autant, il y a très peu de sujets sur ce qui se passe réellement à Gaza et sur les conséquences, parce que Gaza est sous blocus, donc l'occupation continue de miner Gaza. C'est pas parce que les colons ne sont plus sur le territoire de Gaza qu'Israël ne continue pas de rendre impossible la vie aux millions de Gazaouis qui sont présents. Et puis la Palestine, c'est la dernière cause pour beaucoup de médias, notamment du fait d'une autocensure de beaucoup de médias sur cette question-là, parce qu'ils ne veulent pas. On se souvient du reportage de France 2, Un œil sur la planète. Ouais. Si un journaliste demain décide de faire une émission sur les conséquences concrètes quotidiennes de l'occupation et de la colonisation, on sait que le lendemain, il va y avoir des lettres au CSA, du CRIF, du BNVCA et autres qui vont demander aux journalistes d'arrêter de parler de ce conflit, de cette guerre coloniale. Et donc on sait aussi pourquoi certains journalistes refusent de se mettre en avant et de parler de ce conflit. Effectivement, il faut qu'il y ait des enfants qui soient massacrés sur une plage pour qu'on en parle. Et surtout, Majid, ça vient à l'esprit comme des gens comme Frédéric Tadei, qui avait une excellente émission sur France Télévisions et qui a été arrêté parce qu'il y a eu des lettres de Monsieur BHL, de Glucksmann, de Frick-Encront. Parce que la parole est libre. Parce que la parole est libre. Il y avait des débats à ce moment-là. Mais maintenant, on refuse même de débattre de cette question-là et qu'on doit la jeter à la poubelle. Oui, alors donc effectivement, ce sont des sujets qui passent un petit peu à l'oubliette. Alors c'est vrai qu'il y a une pression telle que certains journalistes ne veulent pas s'intéresser au sujet. Et pourtant, il y aurait de quoi dire et de quoi faire.
sur Gaza, on peut peut-être aussi rajouter les conséquences pour les Gazaouis de cette. Alors, je sais pas si on peut parler d'accord qui a été signé ce matin entre le Fatah et le Hamas. Signé au Caire, donc. Oui, si. mais d'accord, mais qu'est-ce que ça va donner après quoi. Parce qu'on rappelle quand même que ce désaccord, c'est les Gazaouis qui en sont les principaux touchés, avec des sanctions punitives quand même pour les Gazaouis. Là, enfin, moi, je ne peux que me féliciter de l'accord qui a été signé au Caire entre le Hamas et le Fatah, même si le Caire joue un rôle plus qu'ambivalent, notamment sur le point de passage qui est le contrôle, qui est Rafah, et qui laisse très peu, lui aussi, de marge de manœuvre aux Gazaouis, sauf s'ils sont en danger de mort immédiat, c'est-à-dire que le point de passage de Rafah est régulièrement fermé, à la demande notamment d'Israël. Donc on sait qu'il y a une coopération sécuritaire entre l'Égypte et Israël, comme il y en a une entre l'autorité palestinienne et Israël. Mais effectivement, ça va permettre, selon l'accord, de pouvoir améliorer de manière assez immédiate les conditions de vie des Gazaouis sur place, avec le paiement des salaires des fonctionnaires, des policiers qui vont être déployés aussi sur la bande de Gaza. Et puis ça va permettre, je pense, surtout d'avoir une unité palestinienne qui est nécessaire aujourd'hui dans le rapport de force face à Israël. Moi je pense qu'il faut discuter avec Israël. Je pense que avec ce gouvernement en tout cas c'est absolument pas la solution, parce que il l'a dit à plusieurs fois, Netanyahou, ils ne veulent pas d'État palestinien. Donc tant qu'il y aura Netanyahou et l'extrême droite, il n'y aura pas d'État palestinien. Donc il faut tout faire pour que des sanctions soient prises contre Israël, qu'elles soient politiques, qu'elles soient financières, comme le boycott et BDS. Mais je pense que l'unité palestinienne, en tout cas ce qu'ils ont signé au Caire, c'est un moindre mal, et ça va permettre, je pense, aux Palestiniens de se ressouder pour attaquer ce qui les attend, parce que la situation sur place, elle est de pire en pire. Est-ce que, Sofiane, justement cet accord qui a été trouvé au Caire entre le Fatah et le Hamas risque d'embêter, pour pas dire autre chose, Israël? Moi je pense pas. Moi je pense qu'il y a des forces occultes qui poussent à cet accord, parce qu'il y a des plans qui se préparent aujourd'hui dans une guerre nouvelle Moyen-Orient, une guerre contre l'Iran et contre le Hezbollah, où on a des menaces claires contre le Hezbollah, et Israël doit avoir un certain calme au sein de la Palestine, que ce soit la Cisjordanie ou Gaza. Et pour cela, il y a un accord de paix qui vient comme par hasard venir. C'est-à-dire qu'ils veulent décentraliser un petit peu la menace, avoir un calme au niveau interne, parce qu'aujourd'hui, ce qu'a annoncé le Hassan Nasrallah, le patron du Hezbollah, avait parlé que c'est une guerre qui risque de se dérouler à l'intérieur de la Palestine s'il y a une attaque contre le Liban cette fois-ci. Et pour cela, M. Benjamin Netanyahu a poussé son agent, M. Mahmoud Abbas, qui est illégitime jusqu'à l'heure où on parle. Ça fait 2 ou 3 ans qu'il n'est plus le président de l'autorité palestinienne élu démocratiquement. Il a fini son mandat, mais il reste toujours au pouvoir. Et moi, ce qui m'inquiète à Gaza, il risque d'y avoir un autre agent qui serait impliqué peut-être dans l'assassinat de Mahmoud Abbas, de l'assassinat de Yasser Arafat, qui est Mohamed Dahlan, qui est un agent émirati qui a vécu aux Émirats Arabes Unis, et que beaucoup d'experts vous disent qu'il était derrière l'assassinat de Yasser Arafat à l'époque, l'empoisonnement plutôt. Ouais. Et du coup, si à l'arrivée de cet accord d'essayer de désarmer la résistance palestinienne, moi je serais vraiment déçu. Mais s'il y a une coopération pour régler les problèmes du quotidien palestinien, que je pense pas, malheureusement, venant de l'autorité palestinienne qui a montré son allégeance directe à Israël, il suffit de voir ce qui se passe en Cisjordanie, une collaboration militaire afin de dénoncer toute personne qui risque de lever une arme contre Israël. Donc Majid optimiste, Sofiane un peu plus réservé. Puis pire que ça. Non, mais j'ai pas dit que j'étais optimiste, j'ai dit que je saluais l'accord qui maintenant a été le signé. prix, il faut qu'on sache le contenu de cet accord. Oui, malheureusement. Moi, je parle de ce qui a été communiqué. Ce qui a été communiqué, c'est basique. C'est payer des fonctionnaires pour que les services publics fonctionnent à Gaza. Voilà. Ça, on ne peut que s'en réjouir. Payer les factures d'électricité pour que les Gazaouis aient d'électricité, je pense qu'on peut que s'en réjouir. Ouais, ils en ont 4 à 5 heures par jour aujourd'hui. Voilà. Donc, Gaza, c'est quand même terrible. Enfin, faut vraiment mais selon y mettre les pieds. Les informations de certains journalistes comme Al-Rajaqchi, qui est un écrivain saoudien qui écrit sur Sharq al-Awsat, qui parle de l'arrivée de Dahlan, et c'est l'accord qui a été trouvé. Et surtout, il faut pas oublier que le Hamas se trouve vraiment très affaibli
suite à ses erreurs stratégiques, notamment par son patron, le patron Khaled Mashal, qui est aujourd'hui logé au Qatar et qui n'existe plus maintenant, parce qu'il a été remplacé dernièrement. On connaît même pas le nom de la personne qui l'a remplacé. Aujourd'hui, il est vraiment affaibli, le Hamas. Il est isolé. Il a mis toute sa diplomatie entre les mains du Qatar et de la Turquie, et ces deux pays-là aujourd'hui sont très affaiblis. C'est pour ça qu'il est obligé de signer un accord de paix avec l'autorité palestinienne. Mais à quel prix? Est-ce que seulement au niveau des paiements des factures? Moi, je pense pas. Non, mais évidemment, il y a des choses. Mais après, les Palestiniens sont assez intelligents pour faire les bons choix. Enfin, parce que là, ça a été signé par des organisations, mais moi, c'est la population palestinienne à laquelle je pense, et pas aux dirigeants. Surtout que les dirigeants sont souvent épargnés par la misère, les difficultés quotidiennes. Et surtout qu'on a en face de nous un gouvernement israélien qui refuse toute discussion. Parce que maintenant, on veut la paix, mais quelle paix? Pas avec ce gouvernement-là. Et par contre, ce dont on ne parle jamais, c'est aussi de la répression. Par l'autorité palestinienne des manifestations palestiniennes. Ouais, c'est-à-dire que dès qu'il y a des manifestations contre la coopération sécuritaire, par exemple, pour dénoncer la passivité face à Israël pour ne pas prôner clairement un boycott et des sanctions, les policiers, je l'ai vu moi de mes propres yeux là-bas, les policiers chargent les Palestiniens, et donc on est loin de l'image démocratique qu'on peut avoir de l'autorité palestinienne en interne. Voilà, donc c'est des choses aussi qu'il faut il y a un accord de collaboration au niveau sécuritaire. Et l'ONU qui va publier cette liste des entreprises qui collaborent avec Israël dans les oui, effectivement, dans les colonies. Ça commence à ennuyer très sérieusement Israël pour le coup. Parce qu'il y a des entreprises de renom qui sont concernées. 5 grands groupes français. Airbnb, il y a Caterpillar. Mais 5 françaises. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'à l'international, il y en a beaucoup. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a 5 qui sont françaises. Et surtout que, comme la campagne BDS en France est assez suivie, ça va permettre à BDS de mener des actions ciblées contre ces entreprises pour qu'elles arrêtent de financer l'occupation et la colonisation. Donc ça, c'est super intéressant. Et c'est ce que craint notamment Israël, c'est justement d'avoir ça pour le coup c'est une vraie menace, comme ça a été déjà le cas, des entreprises qui se sont retirées. Il y en a beaucoup qui se sont déjà retirées d'Israël, et donc du coup ça pénalise de toute façon d'une manière ou d'une autre l'économie israélienne et l'image d'Israël. C'est surtout l'image, voilà, elle met des milliards et des milliards. Et est attaché à son image. Ce qu'Israël craint le plus au monde, c'est que son image soit écornée. Leur image de démocratie du Moyen-Orient, elles veulent la garder. Sauf que quand on rappelle qu'Israël n'est une démocratie que pour les colons et les soldats, du coup, ça montre bien que ce n'est pas une démocratie quand on est démocratie pour Salah quand Hamouri, on est palestinien. Voilà, quand on est palestinien et qu'on vit en Israël, ce n'est pas une démocratie. Quand on est un Israélien juif anticolonialiste, ce n'est pas une démocratie. À partir du moment où tu t'opposes à la politique d'Israël, ce n'est pas une démocratie. Il y a 7000 prisonniers politiques dans les prisons israéliennes. Absolument. Et 600 en détention administrative. Voilà. Dont Salah Hamouri, donc, évidemment, dont on parle beaucoup. Et qui, je le rappelle d'ailleurs pour la petite information, on a reçu son épouse mardi, qui nous disait à la suite de son rendez-vous justement à l'Elysée, reçu par la cellule diplomatique, cette dernière lui a indiqué que la France allait tout faire pour obtenir la libération d'un prisonnier arbitraire. C'est le mot qui a été employé par la cellule diplomatique. Après, évidemment, vous savez aussi bien que moi, peut-être même mieux que moi, que la cellule diplomatique, c'est pas eux qui décident, c'est le président ensuite qui décidera comment il entend. Et il faut rappeler la ministre de la justice israélienne, avec laquelle la copine M. de Valls a pris une photo où elle parlait comme quoi que les mères palestiniennes devaient être assassinées, toutes, parce qu'elles donnent la vie à des serpents. Et c'est cette dame-là ministre de la Justice en poste, oui, tout à fait, qui est de l'extrême droite. On a pas mal aussi. Il y a une photo récente qui circule où Valls bien près du micro, serre la main. Prends une photo avec cette dame. Avec quelqu'un d'autre, avec Avigdor Lieberman, qui a signé de ses mains la condamnation de Salah Hamouri à la détention administrative. C'est Avigdor Lieberman qui a signé de sa main la mise en détention de Salah Hamouri. Et quand il lui a rappelé Mélenchon ça, j'ai envie d'y rajouter moi la petite photo, vous l'avez vu certainement, la petite photo de Valls seul à l'Assemblée nationale. Ah oui, entouré de ses soutiens. C'était juste magnifique quoi, pour faire le parallèle quoi. Alors bon, on en reparlera en tout cas demain avec Tarek Pami de cet accord et de ce qui va en découler bien sûr par la suite. Et on espère en tout cas le meilleur, surtout comme le disait Majid et il a raison de le rappeler,
pour la population palestinienne. C'est très important. Dans un instant, on va parler d'un autre personnage. On parlait de Manuel Valls, on va parler de Nicolas Sarkozy, puisque plusieurs associations, une quinzaine d'associations africaines décident de porter plainte auprès de la CPI contre Nicolas Sarkozy pour avoir notamment déstabilisé la Libye, pour crimes de guerre et notamment pour tentative d'assassinat donc à l'encontre du colonel Muammar Kadhafi. Alors ces associations disent bien et précisent bien que n'entendent pas que ça soit émaillé c'est-à-dire d'une réussite, mais c'est pour pointer du doigt l'aspect politique des choses et que pour voir finalement si le tribunal, la CPI, va pouvoir condamner ou non Nicolas Sarkozy pour démontrer au monde finalement qu'il n'a aucun point, ce fameux CPI. En tout cas, c'est l'analyse que moi j'en fais. On verra ce qui en est de la vôtre. On va parler de ce colloque annulé à Lyon avec Majid dans son avis tranché, et puis on glissera tranquillement après le zapping en Algérie pour en revenir à notre sujet du jour principal, notre question du jour. Abdelaziz Bouteflika, les élections c'est dans 2 ans. Doit-il briguer un 5e mandat, Eh bien, selon quelques personnalités qui commencent à s'élever, la réponse est non. À tout de suite. Le grand forum avec monsieur Sofiane Lakhdari et monsieur Majid Messaouden sur France Maghreb 2. Après avoir... on a eu une discussion, il y a eu 10 niveaux quand même sur France Maghreb, les gars. Hein. Franchement, je vous félicite. Vous avez été très bon là. Parce que mine de rien, dans vos analyses, vous balancez quand même pas mal d'infos très intéressantes pour nos auditeurs qui, j'en suis sûr... vous en remercieront. Voilà, vous remercierons. Alors, on va passer maintenant à un autre sujet, peut-être là aussi un sujet qui est un peu peut-être boudé par les grandes presses. Peut-être que je me trompe, à part sur France Info TV, peut-être Majid. C'est donc une quinzaine d'associations issues de différents pays africains, Guinée, Côte d'Ivoire, Sénégal, qui ont saisi la Cour pénale internationale le 7 octobre et porté plainte contre Nicolas Sarkozy. Elle l'accuse d'avoir déclenché une guerre en Libye avec pour objectif de faire assassiner l'ancien chef d'État Muammar Kadhafi. L'ex-président français est également accusé et responsable de un renversement politique qui s'en est suivi dans la région avec la mort de 50 000 personnes et l'implantation de Daesh en Libye, comme tout le monde le sait. Alors à Bamako, au Mali, les différentes organisations se sont retrouvées les 7 et 8 octobre dernier et ont décidé donc de se regrouper autour de sociétés civiles panafricaines pour donner plus de poids à leur action en justice. La plainte donc c'est pour crime de guerre donc contre l'humanité qui doit être désormais examinée par la CPI. Les membres de ces organisations disent que effectivement ils ont un doute concernant cette plainte qu'elle aboutisse, mais ils ont dans leur objectif en tout cas la démarche qui est très intéressante est plus politique que judiciaire. C'est ce qu'ils veulent nous entendre faire valoir. Nous pensons, dit-elle, ils disent que nous pensons que l'assassinat du colonel Kadhafi est un règlement de compte personnel. Si la CPI sur le ne réagit pas, cela veut dire qu'elle choisit ses clients, a déclaré à RFI, le porte-parole ivoirien Tikon Fakakoli. Voilà, j'espère que je prononce pas mal. En tout cas, voilà, pour cette plainte, donc ils entendent finalement donc essayer de prouver que cette action est plus politique que judiciaire. Est-ce que ça a du bon, messieurs, de faire ça? C'est toujours bien, bien sûr. Je pense que c'est positif, effectivement, déjà la saisine en elle-même par des pays africains pour porter plainte contre Sarkozy, l'homme qui avait dit que l'homme africain n'était pas rentré dans l'histoire. Rien que pour ça, ça vaut le coup. Ouais, c'est vrai. C'était au Sénégal, je crois. C'était au Sénégal. Oui, c'était au Sénégal. Un discours écrit par Henri Guénaud, je crois. Absolument. Et puis après on a eu le discours de Grenoble, enfin voilà, puis après on a eu le ministère de l'immigration, de l'identité. Bon, on a vu la dérive identitaire sur les sujets, sur ces sujets-là sous le gouvernement Sarkozy, mais on voit bien qu'il y a un gros problème sur la Libye. Voilà, on voit bien la façon dont Sarkozy effectivement a sans aucune, décidé tout seul de pilonner la Libye et la façon dont il s'est débarrassé. Mais Majid, sur la Libye, malheureusement, la France n'a pas agi toute seule. Oui, c'est une erreur collective. C'était un règlement de compte de Sarkozy envers Muammar Kadhafi et qui avait promis de financer presque 10 milliards de contrats. Mais le principal intéressé dans cette disparition, c'est Sarkozy. C'était Sarkozy, bien sûr, mais en même temps, il y avait l'appui de la Ligue arabe à l'époque qui... Les affaires étrangères, Bernard Lévy Voilà, mais pas seulement Bernard Lévy. Mais il n'y avait pas de mandat de l'ONU. Il y avait un mandat de l'ONU, zone d'exclusion aérienne, qui a été demandé par la Ligue arabe à l'époque, qui
qui sont partis. Il n'y a pas de mandat donné pour intervenir militairement en Libye. Non, la Ligue arabe a demandé une intervention de l'ONU où ils ont signé un accord de la zone d'exclusion aérienne. Oui, sauf que M. Sarkozy a dépassé. Ah bah voilà. cette loi. Donc non mais voilà. Donc après juste 2 mots. Donc Tout à fait. il n'y avait pas de mandat pour l'intervention militaire. Juste de proprement- faire une zone d'exclusion Voilà. aérienne. Mais ça veut pas dire on Mais bombarde. sauf que la Ligue arabe à l'époque, elle n'a pas haussé le ton de dire, monsieur, vous avez dépassé vos Oui, prérogatives. mais ça on sait pourquoi. La Non, guerre, mais- la guerre, elle a duré presque 6 mois jusqu'à l'arrivée de l'assassinat de Kadhafi à l'époque. Voilà, donc en tout cas, il s'est débarrassé de Kadhafi. On sait pourquoi il s'en est débarrassé. C'est- En tout cas, il y a des éléments. Enfin, Mediapart a révélé 15 fois. Les Ziatakidine, etc. Voilà, donc ouais. on sait, Copé, etc. Voilà, on sait pourquoi il s'en est débarrassé. C'était un témoin beaucoup trop gênant. vivant. Vivant. Et donc effectivement, il y a des éléments. Enfin, je comprends moi que Non, mais la Cour pénale. que ces États africains Et surtout cette loi. saisissent Ouais. Mais sur la démarche. La démarche, elle est positive. Après, moi, je pense qu'elle n'aboutira pas. Jamais. Non, mais eux-mêmes le savent. Non, mais moi, je pense Non, mais que l'opinion publique. ça démontrera effectivement que les sanctions, c'est que pour l'Irak, Pour les que à chaque fois, il y a effectivement toujours un prisme dans les dossiers que décide d'instruire la CPI. Ouais. Et au moins, ça pourra, comme disait Sofiane, ça montrera au monde, à l'opinion africaine, mais surtout au-delà, que effectivement la CPI n'est là que pour juger des Noirs et des Arabes. Si elle avait pour la résumer. CPI, elle avait l'autorité d'intervenir, elle l'aurait mis George Bush fils ou bien Tony Blair en prison. C'est des gens qui ont écrit dans leur mémoire que la décision d'envahir l'Irak en 2003, elle était prise bien en amont et ils sont écrits ce genre de choses, ce genre de déclaration dans les mémoires de George Bush où il disait on essayait juste de trouver la Libye afin de faire la guerre à l'Irak à l'époque. Et on a parlé d'un soutien de Saddam Hussein à Al-Qaïda qui ont fait des attentats du 11 septembre, on a parlé de l'arme nucléaire, etc. C'est-à-dire cette CPI, si elle vraiment, elle menait les présidents des grandes puissances occidentales, si on peut dire, au niveau des tribunaux, on l'aurait su. Et le premier à y être, c'est bien George Bush père. Ouais. Fils et père, hein, les deux. Bon, en tout cas, on va suivre ça de très près. Hein. On va voir si ça va être, comment ça va se passer. Et en tout cas, ils ont le mérite. Donc, si je vous suis, de l'avoir fait, de se réunir et donc de porter plainte contre Nicolas Sarkozy. Et après, Sarkozy. de faire pression à leurs dirigeants de sortir de cette cour pénale, de cette CPI. Trois pays africains sont concernés: Guinée, Côte d'Ivoire et Sénégal. Surtout la Côte d'Ivoire, il faut pas oublier que Sarkozy a dégommé Gbagbo et l'a mis devant le cour pénal international avec l'humiliation qu'on a vue. Et de mettre Alassane Ouattara à la tête du pouvoir. À la tête du pouvoir, effectivement. Bon, allez, on va passer maintenant au premier avis tranché de cette émission. Et j'appelle à ce titre Monsieur Majid Messaouden pour parler d'un colloque qui a été annulé à Lyon. Jingle. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si on fait quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Un colloque d'ailleurs qui devait avoir lieu dans les tout prochains jours d'ailleurs. Je devais y aller en plus, donc. Ah oui. Donc ça m'emmerde doublement. Non, effectivement, ce colloque a été annulé par la fac de Lyon. On l'a appris il y a maintenant une petite semaine par voie de communiqué où effectivement un colloque devait avoir lieu sur l'islamophobie. Qui était organisé donc par la fac de Lyon avec des intervenants, avec des chercheurs du monde associatif notamment, et sous la pression combinée d'organisations telles que la LICRA, le Printemps républicain, et de certains groupes identitaires, la fac a décidé d'annuler le colloque. Je trouve que c'est dommageable et dangereux de céder à des pressions comme celle-ci, parce que il faut que des colloques sur l'islamophobie, comme sur d'autres thèmes, puissent avoir lieu librement en France. Surtout que ce colloque répondait à tout le processus de validation scientifique propre à l'organisation de ce colloque par la chaire Égalité et discrimination de la fac de Lyon. Donc je trouve que c'est dangereux, et moi ce qui me choque un peu, c'est que cette décision pourrait faire jurisprudence, dire que demain, si une autre fac décidait d'organiser le même colloque, elle aurait les mêmes pressions et peut-être la même décision d'annulation. Donc il faut que ce colloque se tienne. Il y a des pétitions qui ont été lancées, il y a un appel notamment dans Mediapart qui appelle la fac, qui appelle à la tenue de ce colloque. Donc il faut que la fac de Lyon permette la tenue de ce colloque
dans ces locaux parce qu'il n'y a aucune raison qu'ils soient censurés. Et puis, je crains effectivement que dans le futur, on soit face à des annulations en Syrie qui visent principalement cette thématique de débat. J'en veux pour preuve la tentative de censure et de contrôle de la parole des enseignants-chercheurs à Strasbourg, qui ont émis un guide à l'usage des enseignants-chercheurs avant toute expression publique, notamment dans la presse. Ça a fait un tollé. Et aujourd'hui, dans le monde, on apprend que ils ont reculé face au tollé suscité par la volonté de la fac de contrôler la parole publique des enseignants-chercheurs sur un certain nombre de sujets. Donc c'est dangereux, c'est liberticide, et c'est l'occasion de pointer la dérive identitaire, la dérive d'extrême droite que connaissent des organisations comme le Printemps républicain, et aussi des positionnements très droitiers d'organisations comme la LICRA, par exemple, qui aujourd'hui s'est perdu, s'est fourvoyé dans un combat supposément laïque, mais assurément islamophobe. Merci Majid, petite réaction. Sofiane, on avait, j'allais dire par habitude, mais beaucoup de colloques concernant la Palestine étaient concernés par la censure. Maintenant, on voit qu'on glisse doucement vers tout ce qui touche à l'islamophobie. Ouais. Voilà, suivez mon regard, quoi. Non, mais on a le droit de critiquer l'islam et d'avoir un point de vue, mais d'interdire des colloques, et surtout dans des endroits comme des facultés, c'est ahurissant. Si ça se passait dans un autre pays, on aurait crié au scandale, mais en France, ça passe malheureusement comme une lettre à la poste. Et j'ai contacté moi personnellement la fac de Lyon pour avoir des explications. La responsable de la communication qui était très embêtée. Qui ne pouvait absolument rien me dire. Mais ça se voit qu'il y a des pressions, il y a des pressions derrière. Il y a des pressions, voilà. Et elle m'a dit, je peux rien vous dire. Moi, je m'inquiète surtout pour l'avenir, comme dit Majid. Aujourd'hui, s'il y a jurisprudence, toute autre faculté, pour désordre ou trouble à l'ordre public, on peut interdire des colloques de ce type-là. C'est malheureux. Et on dit, on parle de musulmans français et on interdit tous ceux qui dénoncent. C'est devenu un avis aujourd'hui. Être islamophobe, on a le droit. Et surtout la LICRA qui se bat contre toute discrimination. Mais comme je dis souvent, Sofiane, Majid, on a le droit parce que nous aussi, on les laisse faire. Et que à chaque fois qu'on a moyen de réagir, quand on entend une parole islamophobe dans les médias, personne ne réagit. On a à peu près entre 5 et 8 millions de musulmans en France. On réagit pas assez, disons. Voilà. Non, on réagit, mais c'est toujours les mêmes qui réagissent. Un exemple, mais on est dispersés. Si tu veux des exemples, je t'en donne plein. Le dernier en date, c'est la séquence homophobe chez Hanouna. 40 000 plaintes au CSA en 24 heures. Il y a qu'à remonter, pas plus tard que la semaine dernière, Lydia Guirous, que vous connaissez tous, a eu des propos vraiment très graves. Elle appelle carrément à réformer le Coran. Dans le Coran, elle dit qu'il y a des versets homophobes, antisémites, mais peut-être etc., c'est une manière. Personne ne dit rien, je veux dire. Mais peut-être on est assez démocrate d'accepter ce genre de propos. Après, moi, je l'opposerai pas. Moi, je me félicite des 40 000 signalements pour homophobie de Hanouna. Bah oui. Je m'en félicite. Ouais, ce que je déplore, c'est le manque. Voilà. Mais du coup, voilà. Moi, justement, je souhaite qu'il y ait qu'on ait la même indignation, quel que soit le motif de la discrimination et de l'attaque et de la stigmatisation. Quand on stigmatise des musulmans, c'est pas moins grave que quand on stigmatise des homosexuels ou des roms ou des noirs. Donc effectivement, c'est ce message-là qu'il faut marteler. Et effectivement, il y a assez peu de réactions. Et moi, j'ai envie de dire, c'est pas aux musulmans de réagir sur les propos de Guirous, c'est à tout le monde. Ouais. Parce que les 40 000 signalements d'Hanouna, c'est pas la communauté homosexuelle et LGBT qui a réagi. C'est tout le monde. Ouais. Et il faudrait que sur l'islamophobie, il n'y ait pas que les musulmans ou ceux qui sont de culture musulmane. Il faudrait que tout le monde réagisse. Les musulmans ne réagissent pas. Non mais voilà, mais ça veut dire que du coup, ça montre le boulot qu'il y a à faire. Ah oui. On s'indigne pas et on soutient pas les gens qui s'indignent. Par exemple, il va parler Majid après de Madame Obono. C'est une dame qui a essayé de défendre au niveau du Parlement français la communauté musulmane ou les musulmans français ou la religion musulmane. Et malheureusement, elle est traitée de tous les noms au niveau des réseaux sociaux, au niveau des médias, et on l'appelle à dire vive la France, c'est-à-dire on met en doute même sa francité. C'est ça va, hallucinant, ça va au-delà. Et malheureusement, il n'y a pas un grand soutien de la part des gens qui soi-disant s'indignent contre l'islamophobie. On s'indigne pas et en même temps, on ne soutient pas les gens qui s'indignent.
C'est ça qui est un peu... C'est vrai. Alors, on va passer maintenant, si vous le voulez bien, au zapping avant de parler de l'Algérie avec ton avis tranché, Sofiane, et puis de Bouteflika. Non, moi je vais parler des Harraga algériens, mais malheureusement ce fléau il est dans tous les pays du Maghreb. Ouais, non, mais tu vas parler de ce que tu connais. Voilà. Bah oui, attends. Quand même. Le zapping, tiens, pour commencer, quand Omar Sy demandait à l'époque aux médias de ne plus inviter Éric Zemmour, il disait d'ailleurs que c'est un criminel. La réaction de ce dernier qui était invité dans l'émission C'est à vous, écoutez. Même jour, c'était en octobre dernier, c'est Omar Sy, sur ce plateau, qui reprochait aux médias de trop vous donner la parole, ce qui contribuait selon lui à la montée du Front National en France. On l'écoute. C'est qu'aujourd'hui on écoute et on va donner la parole qu'aux guignols, qu'aux gens qui vont marquer le trait, qui vont grossir un peu qui vont aller dans la provocation, la caricature, provoque sans vraiment de fond. On voit ceux qui vendent des livres aujourd'hui qui sont numéro 1, c'est ceux qui vomissent des choses. Je nommerai personne parce que je pense que je veux pas donner d'intérêt à qui que ce soit, mais il y a du vomi qui est vendu qui est vendu par milliers et il est là le danger, et c'est à ça que j'ai envie de dire stop. Et moi j'ai envie justement qu'on se concentre sur les gens qui ont besoin d'être entendus, et je pense que c'est à eux qu'il faut donner la parole. Libération aussi vous reprochait de donner un tremplin à la politique de dédiabolisation du parti d'extrême droite. Vous répondez quoi à cette accusation? D'abord, c'est toujours flatteur d'être traité de guignol par un guignol. C'est toujours intéressant. Lui, c'est la personnalité préférée des Français. Très bien, c'est très bien. Je m'en moque complètement. Vous savez, j'ai appris en 5 ans de Ruquier ce que valaient vraiment les convictions et la culture de tous ces acteurs. Moi, je sais ce que j'en pense. Voilà la réaction de Zemmour au propos donc de Omar Sy, donc qui j'ai employé le mot criminel à tort, mais en tout cas qui disait que d'inviter Zemmour, ça faisait monter l'extrême droite, quoi. La réaction de Zemmour, on n'est pas étonné? Ouais, je n'ai même pas envie de commenter la bêtise ce mec a une bêtise incommensurable et une haine. Tu sens bien la haine dans sa voix et qu'il y a des mots qu'il aimerait dire et qu'il peut pas parce qu'il y a le CSA derrière, quoi. Ouais. C'est un monsieur d'origine raciste, quoi. Voilà, d'origine maghrébine. C'était un berbère juif, et on voit qu'il y a une haine qui ressort de lui. Et c'est un monsieur aujourd'hui qui a comme rôle, c'est de montrer le musulman comme l'ennemi de la patrie. Il a ce rôle-là, et il est invité, il a des émissions, un tremplin direct, sauf que malheureusement, il n'y a jamais d'opposant à lui, direct, de musulman ou bien d'intellectuel qui peut défendre la cause des gens que monsieur Zemmour dénonce à tort et à travers. On voit bien, moi je suis pour qu'il s'exprime, mais qu'il y ait au moins une discussion avec des gens en face de lui, qu'il n'y ait pas le libre antenne de lancer tout son vomi, que ce soit sur des radios ou des télévisions. On va parler maintenant d'une crise qui n'est pas nouvelle, mais elle perdure. Aujourd'hui en France, un quart des agriculteurs vit sous le seuil de pauvreté. Ces dernières années, les initiatives, donc pour tenter de leur venir en aide, ces initiatives se sont multipliées. En vain. Alors à son tour, hier, Emmanuel Macron a fait ses propositions pour qu'enfin les agriculteurs soient rémunérés au juste prix. Nul besoin de dire que l'attente ait été énorme hier à Rungis, où le chef de l'État donc a prononcé son discours hier soir. Rungis, ville où se tient le plus grand marché de produits frais au monde. Principale proposition donc à retenir, c'est l'annonce d'une loi qui sera adoptée via des ordonnances le premier semestre 2018. C'est ce qu'a promis Emmanuel Macron. Une loi pour rééquilibrer les contrats commerciaux entre d'un côté les agriculteurs, de l'autre les distributeurs. Sur ce point-là, je propose d'écouter les explications du chef de l'État. Je souhaite que nous puissions acter, à la lumière de vos travaux, la mise en place d'une contractualisation rénovée avec un contrat qui serait proposé par les agriculteurs et non plus par les acheteurs, ce qui est à ce titre à mes yeux fondamental. Nous modifierons la loi pour inverser cette construction du prix qui doit pouvoir partir des coûts de production. Les négociations commencent dans quelques semaines et je souhaite à cet égard un engagement clair de toutes les parties prenantes en ce sens auprès des ministres et sans attendre la loi. C'est un réel problème, messieurs, que ce problème de marge, en tout cas, entre les agriculteurs qui effectivement vendent quasiment leurs produits à perte et le profit des distributeurs aujourd'hui. C'est un réel problème. Voilà, c'est la mondialisation sauvage. Les agriculteurs qui se retrouvent à 300 € par mois, c'est juste plus que scandaleux. Un quart des agriculteurs vivent sous le seuil de pauvreté, quand même. C'est quand même impressionnant. À perte, des fois.
Oui, puis enfin sur l'agriculture, c'est un vieux hélas un vieux débat. Après, effectivement, ils ont souhaité supprimer les quotas et les quotas ont eu, enfin la suppression des quotas a eu des conséquences qu'ils n'avaient pas forcément mesurées, parce que les quotas permettaient d'avoir des revenus régulier, quoi qu'on pense de la PAC, etc. Après, moi je pense qu'il faut aussi qu'on fasse attention, enfin qu'on en profite pour non seulement veiller à ce que les agriculteurs puissent vivre de leur travail, mais qu'on donne, enfin qu'on encourage davantage les agriculteurs qui respectent la terre et qui travaillent de manière, enfin, de la manière la moins productiviste possible, et pas forcément bio, mais en tout cas agriculture, ce qu'on appelle agriculture raisonnée, et qui soit pas dans la production à tout prix, parce qu'on sait par ailleurs qu'il y a aussi de la vente à perte et du gâchis qui en découle, mais qu'on respecte la terre et que les petits producteurs, qui sont pas forcément ceux qui ont les grandes parcelles de blé notamment, mais ceux qui ne cultivent pas d'OGM, ceux qui sont avec le moins de pesticides possible, soient eux davantage encouragés et accompagnés par l'État. Alors, on va passer maintenant à autre chose. Verdict chez les Républicains à présent. On connaît les noms des candidats à la présidence du parti. Ils avaient en effet jusqu'à hier soir 20h heure française pour déposer leur parrainage nécessaire, et ils seront au nombre de 4. On va les citer: Daniel Fasquelle, Florence Portelli, Maël de Calan et le grand disciple favori, Laurent Wauquiez. Tellement favori que cela pose la question de l'enjeu de la campagne qui va débuter. D'abord, je suis content parce qu'aujourd'hui, c'est la refondation de la droite qui commence. Ce qu'on apporte comme démonstration, c'est dès la construction de notre candidature, ce rassemblement qui me tient tellement à cœur. Voilà pour en tout cas Laurent Wauquiez, qui est ultra favori, on peut le dire, concernant donc la présidence du parti. Oui, même on a parlé comme quoi qu'il serait peut-être le seul candidat qui n'intéresse même pas les Républicains, je pense même les partisans de ce parti, surtout après ce qui s'est passé lors des dernières élections. Mais moi, ce que j'ai constaté chez Laurent Wauquiez dans sa déclaration dernièrement, il a fait déjà marche arrière avec Sens commun, par exemple. Il a commencé parce qu'on a présenté Laurent Wauquiez comme un gars qui tend la main au Front National, mais avec le retour en arrière avec Sens commun, je pense qu'il est en train de faire marche arrière et non pas de se droitiser, mais essayer de trouver le centre. Et ça, c'est un premier recul et qui commence à avoir beaucoup de critiques, mais les gens qui le soutenaient. Après, il a eu ce petit cadeau de Noël aussi, Majid, le tribunal qui a ne pas autorisé sa crèche dans le hall de la région Rhône-Alpes. C'est l'islamophobe arrosé. Voilà, c'est-à-dire que c'est un mec, enfin, Wauquiez est d'extrême droite, je pense. Il y a aucun doute possible sur sa filiation politique. On l'a vu notamment avec sa proximité avec Sens commun, la manif pour tous. Maintenant, il commence à les critiquer. Ouais. Oui, mais parce qu'il est obligé d'avoir un positionnement un peu plus central. Voilà. Même si une fois au pouvoir, il reviendra à ses premières amours, à savoir la xénophobie, l'homophobie, l'islamophobie. Voilà. C'est pour ça qu'on a nous intérêt à faire converger les luttes, parce qu'on a un intérêt, on a un ennemi commun, c'est cette extrême droite officielle, la droite de la droite qui est une extrême droite camouflée, et une certaine gauche laïcarde qui est aussi à combattre et à mettre sur certains aspects dans le même sac. C'est pas une bonne nouvelle finalement, Wauquiez à la présidence. Bah si, au moins ça clarifie les choses. Ah oui, c'est clair. C'est clair, au moins on sait que on n'a pas déguisé. Pour moi, les Républicains depuis des années est un parti qui n'avait rien à envier à l'extrême droite sur pas mal d'aspects, sur la question notamment de l'immigration, sur tout ce qu'ils appellent l'assistanat via le social et les services publics, sur les questions de laïcité. Donc ça clarifie juste les choses. Il suffit de voir la femme de Ménard, elle a dernièrement déclaré comme quoi que 75% des gens qui ont voté républicain au premier tour, ils ont voté pour elle. Elle qui est c'est-à-dire même l'avis de candidat républicain, il n'a pas appelé à voter à la femme de Ménard, et 75% de gens ont voté pour elle. Bon. C'est-à-dire qu'ils défendent presque les mêmes idées. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour Marine Le Pen? Bah oui et non, c'est-à-dire que déjà à l'intérieur du Front National, oui, déjà c'est le bordel. C'est le bazar, oui. Mais après je pense que il y a, enfin là il fait campagne à l'extrême droite, enfin il fait campagne plutôt au centre droit, Wauquiez. Après je sais pas ce qui se passera, parce qu'il y a quand même
des gens dans les Républicains qui ne se reconnaîtront pas dans une politique très droitière. Ouais. Et ça va être compliqué pas du de concilier. jupéisme, quoi, pour faire ça. Même des gens de être très droitiers Voilà. comme Estrosi commencent à faire leur propre parti. Donc voilà, donc je sais pas comment il va Des réussir à mouvements. concilier l'extrême droite du parti avec le centre droit du parti. À un moment donné, ça va être compliqué de jouer les équilibristes. On a bien vu que ça a été compliqué, y compris sur la présidence de Sarkozy, de Copé. Donc du coup, moi je vois pas comment ce parti va pouvoir tenir avec une ligne qui se voudrait. Voilà. Donc comme il va être à l'extrême droite une fois qu'il sera élu, parce que ça va lui manquer de taper sur les Arabes, sur les pauvres et sur les musulmans, ça va forcément créer des dissensions en interne. Déjà, on voit Xavier Bertrand, beaucoup de républicains. Ils n'en veulent pas, ils ne veulent pas de Wauquiez. Même de républicains qui sont au gouvernement, comme Gérald Darmanin, etc. Il y a beaucoup de gens qui. Donc l'extrême droite, je pense qu'ils ont encore un peu d'avenir, hélas, à l'extrême droite. Moi, je pense à Macron plutôt, qu'il n'y ait aucune opposition en France. On voit le Parti Socialiste là. Ah, bah ça tombe bien, tiens. Alors là, tu me tends une perche de ouf, j'ai envie de dire, Sofiane. Pour parler de l'Algérie dans un instant, on va parler de Bouteflika qui, selon en tout cas quelques rumeurs et quelques interrogations dans la presse, et notamment des appels de personnalités tels que 2 anciens ministres, un général et quelques autres, pour briguer un fameux 5e mandat en 2019. La question, je vous la pose moi, doit-il le faire? Et y a-t-il encore une opposition en Algérie ou y en a-t-il déjà eu une? On se posera la question dans un instant. Avant toute chose, on écoutera l'avis tranché de notre ami Sofiane Lakhdari pour nous parler d'un tout autre sujet, mais toujours lié avec l'Algérie. Et puis je vous rappelle, mesdames, messieurs, que je vous offre les dernières places aujourd'hui pour aller voir le groupe qui se refonde d'ailleurs pour l'occasion du festival Les Villes des Musiques du Monde, qui c'est une soirée qui se tiendra le dimanche 5 novembre à 17h pour aller applaudir le groupe mythique Rainaray. Donc ça se passera donc à Aubervilliers à l'Embarcadère le dimanche 5 novembre, c'est en pleine vacances scolaires, donc à 17h. Une belle soirée rail en perspective à l'occasion de ce festival. Des places à vous offrir tout à l'heure dans le cadre du quiz du LGF. Pour l'heure, pub, on est de retour très vite avec Monsieur Sofiane Lakhdari et Monsieur Majid Messaouden sur France Maghreb 2 dans votre émission Le Grand Forum. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le Grand Forum, merci messieurs dames d'être avec nous en direct avec Majid Messaouden, avec Sofiane Lakhdari qui sont avec nous jusque 18h. Je vous rappelle que, amis auditeurs, réservez-vous tout à l'heure dans Libertad. Vous écoutez attentivement ce que vous disent Majid et Sofiane. Majid en a fait les frais d'ailleurs, tu te rappelles la première, hein, quand tu avais parlé un peu de l'Algérie, on t'était les auditeurs. Oui. Je me suis fait défoncer. C'est pas vrai. Mais en même temps, enfin, je trouve que ne pas être capable de faire l'autocritique sur son pays d'origine, c'est un drame. C'est un drame, tout à fait. Enfin, si on n'est pas capable de voir les dérives, où qu'elles soient, c'est-à-dire qu'on peut dénoncer les mafieux et les corrompus en France, mais pas en Algérie. Ouais. Bah, c'est incroyable quand même. C'est se voiler la face. Bien sûr. Ouais. Non, mais donc du coup, je trouve que ces gens-là sont ridicules. Et c'était quoi, sur quoi exactement? Non, je dénonçais l'impéritie du pouvoir, le fait que ils ont jamais investi à long terme, ils n'ont jamais fait ce qu'il fallait pour l'éducation, pour les services publics, que les dirigeants se soignent à l'étranger et non pas en Algérie. Déjà, si le chef d'État... Mais comment Sofiane il est malin, il veut que tu recommences en fait. Hein. Non, pas du tout. Non, mais j'ai pas assisté à ça, c'est pour ça que mais en plus, c'est des choses qui sont factuelles. Non, mais on peut critiquer tout en aimant l'Algérie, mais voilà. Mais c'est parce que je l'aime que je le critique. Mais c'est ça, voilà. Oui, c'est ça. On va pas se voiler la face. Si je l'aimais pas, j'en parlerais pas. Moi, je vais parler aujourd'hui sur les jeunes qui quittent le pays. C'est dramatique. Qu'il y ait en Algérie en 2017 des jeunes, voilà. Des jeunes qui prennent des embarcations, moi je les ai vus malheureusement ces derniers temps, c'est hallucinant. Mais bien sûr. Alors, messieurs, Sofiane, je vais te demander juste un tout petit peu de patience parce que nous avons avec nous quelqu'un que vous connaissez peut-être pas encore, messieurs. C'est un infiltré que nous avons, au sein de l'Assemblée nationale, au sein des ministères, et il nous rapporte quelques informations croustillantes chaque fois sur ce qui se passe au sein de l'Assemblée nationale, au sein des différents couloirs des ministères. Il s'appelle Nizar X. Il est avec nous dans le cadre donc des coulisses du pouvoir. Nizar, bonsoir. Bonsoir Christophe. Bonsoir, je te présente Majid Messaouden, je te présente Sofiane Lakhdari. Et on va tâcher de parler de ce qui a fait l'actualité. Bon, on ne demande pas de ce qui a fait l'actualité au sein de l'Assemblée nationale dans les médias, ça on le sait, mais de ce qui fait l'actualité dans les couloirs de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui revient là, en ce moment?
Ce qui revient en ce moment, bon, il y a des tensions en ce moment à l'Assemblée nationale entre deux groupes, notamment La République En Marche, dont un certain M. Valls, que je présume que tu aimes bien, et avec notamment avec certains Jean-Luc Mélenchon. Donc en plus de la brouille que tout le monde connaît par rapport à une délégation dans une réunion, il y a quelques mots d'oiseaux échangés, il y a quelques regards échangés à la buvette notamment. Ah oui, à la buvette. Oui, à la buvette des députés. Donc du coup, c'est voilà, donc c'était vraiment, ils s'apprécient pas ces deux personnes. Alors Jean-Luc Mélenchon, pour faire simple, a démenti avoir qualifié Valls de nazi. Bon, mais c'est peut-être pas vrai ce qui est Mélenchon. Bon, si j'ai envie de le croire. Sauf que tous les témoins qui étaient à la réunion sur la Nouvelle-Calédonie notamment affirment l'avoir traité de nazi. Donc c'est vrai qu'il a été un peu fort, mais je peux comprendre sa frustration sur le fait que Monsieur Valls soit nommé président de cette mission sans l'en informer, parce qu'il fait partie des membres de cette commission. Ah, il a été nommé président de la commission. D'accord. Ouais. Alors c'est pas la commission, c'est une mission, parce que c'est, vous savez, à l'Assemblée nationale, il y a des commissions, ce qu'on appelle des commissions permanentes. Chacune s'occupe d'un sujet particulier. Vous avez l'éducation, la culture et tout ça, le développement durable. Et vous avez des missions sur les outre-mer, sur le handicap, sur des choses pareilles. Et puis Valls a pris la mission sur la Nouvelle-Calédonie. Et je pense que ça a un peu froissé M. Mélenchon, qui a également qui fait partie de cette mission-là, pardon. Et donc du coup, normalement dans les usages, c'est tous les membres de la commission, moi je raconte un peu le détail, c'est comme ça qu'ils se réunissent, ils se disent bon, qui veut se porter président, s'ils n'arrivent pas à trouver un accord, ils font un vote, voilà. Ça n'a pas été fait comme ça, c'était une nomination, c'était Valls qui est arrivé, bon c'est moi le président, ça ne devrait pas se passer comme ça. D'accord, ah oui, donc il y a un peu, c'est bizarre au niveau du règlement. Je peux comprendre la frustration. Mais cela. En plus de tout ce qui se passe actuellement sur les budgets, sur les sur les passes d'armes entre la majorité et l'opposition, les deux oppositions, parce qu'il y a la France Insoumise et les Républicains. Donc voilà, donc ce sont des choses un peu difficiles. Il y a un article de la, je sais pas si vous avez suivi hier, il y avait une loi et un article, juste un seul article dans une loi, ce qui est exceptionnellement rare, parce qu'une loi généralement il y a plusieurs volets, plusieurs articles. Là c'est qu'un seul article, c'est pour je sais pas si tu te rappelles, Christophe, au début de la législature, il y avait les Républicains qui avaient crié un peu scandale quand la nomination d'un questeur qui devrait leur revenir. Et puis finalement, c'était un constructif qu'il a eu, c'était M. Thierry Solaire. D'accord. Et donc voilà, c'était les Républicains ont créé au scandale, sauf qu'il n'y avait aucune règle qui imposait à la majorité actuelle de leur donner ce poste-là à l'opposition. Tu vois ce que je veux dire? Donc la loi qui a été votée hier, c'est pour inscrire ces usages-là dans la règle. Sauf que ça n'a pas plu à M. Mélenchon, ni au Front National, ni à tout ce qu'on appelle les non-inscrits. Les non-inscrits, les députés non-inscrits. Donc du coup, ils se sont un peu mis ensemble, en bousillant un peu la majorité, de vouloir se partager le gâteau de l'Assemblée, le bureau, les secrétariats, la questure, les endroits où il y a du pouvoir. C'est la guerre des chefs. Très bien. Ouais. Voilà, la questure, le questeur de l'Assemblée nationale, ils sont 3. En tout cas, le premier questeur, il gère un budget de 500 millions d'euros. Donc c'est voilà. Karim, est-ce qu'on peut avoir des nouvelles de Madame Danielle Obono qui a quand même pris cher depuis un petit moment là? Alors il y a beaucoup de gens qui commencent à la soutenir, notamment certains collègues des députés, parce que je pense que tu fais référence à la une de Minute, c'est ça? Oui. Qui a dit faites la terre un peu, en quelque chose comme ça. Donc je me rappelle plus de la une exacte, mais un peu des choses dans ce sens-là. Donc c'était un peu une très très dure. Et Minute, c'est un journal d'extrême droite, hein, bon, tout le monde le sait. Mais je pense que les soutiens sont timides à mon sens, parce qu'aujourd'hui, quand il s'agit de mettre quand l'intégrité d'un député est mise en cause, je pense que toute la représentation nationale qui doit réagir, et pas seulement ses collègues de son groupe.
ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Très bien. Alors, Nizar, on va aller un petit peu vite. Est-ce que, messieurs, vous voulez me poser une petite question à Nizar sur quelque chose qui se passe à l'Assemblée nationale? Vous souhaiteriez peut-être avoir des informations sur ce qui s'y passe, sur un député en particulier? On rappelle d'ailleurs qu'on attend le résultat des recours auprès du Conseil d'État. Il y en a 48, députés qui sont concernés, dont évidemment Manuel Valls, qui vont pas tarder d'être tombés. Ça va être pour fin octobre, début novembre, cette histoire a priori. Exactement. Ouais. C'est censé être fin octobre, début novembre. Ça va être un par un. Le Conseil constitutionnel est en train de regarder les recours un par un, sachant qu'il a déjà rendu 200 avis sur 200 autres députés, mais ailleurs, mais pas. Donc ce sont des petits recours, comme on dit, mais les grands recours qui posent problème. Ça nécessite une étude particulière, on va dire, avec tous les éléments qui sont mis dans le truc, dont Monsieur Valls notamment. Donc, il sait qu'il est sur la sellette aujourd'hui. Ouais. Messieurs, pas de questions à Nizar? Non, ça va. Juste le saluer. Le saluer. Bah, écoutez, c'est fait. Si t'as quelque chose à rajouter, Nizar, pour cette semaine? Oui, mais si tu veux une petite info sympa, donc je sais pas si tu vois, à la buvette de l'Assemblée nationale, il y aura plus d'alcool. Ah, c'est fini l'alcool pour les députés. Ah oui, c'est vraiment une. Ils vont peut-être arrêter de dormir comme ça alors. Et donc voilà, donc du coup c'est déjà des députés du terroir un peu qui disent c'est dommage, il veut plus, voilà. Donc maintenant les bouteilles de radicalisation à l'Assemblée. Bientôt le halal à l'Assemblée nationale, faites gaffe les gars. Non. Ah, je pense pas que ça a été fait dans ce sens-là. Non, je plaisante. Vraiment dans un sens d'économie et de dire les bouteilles de l'Assemblée nationale qui sont très, on va dire qu'il y a une valeur un peu très importante, doivent être vendues au lieu d'être bues par les députés. Ah oui, les gars, c'est une sacrée nouvelle ça. Les députés vont arrêter d'être complètement bourrés parfois et dormir en pleine séance, en pleine nuit. Tu peux compter sur certains pour aller dans les petits restaurants. À proximité. Ah oui. Au Bourbon, oui. Effectivement. Oui. Sacrée nouvelle. Merci beaucoup Nizar en tout cas. Je t'en prie. Et rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres nouvelles. Notre infiltré au sein des couloirs de l'Assemblée. Un joli prénom, Nizar. Ah oui, c'est un joli prénom, Nizar. Merci. À bientôt. Salut. Voilà. Merci beaucoup, Nizar X. Donc, toutes les semaines sur France Maghreb 2, dans le cadre de sa chronique Les coulisses du pouvoir. Oui. Et on en a pris de belles quand même. Plus d'alcool. Allez, plein députés. Moi, j'avais été assez surpris d'ailleurs de l'argent prévu chaque année au Sénat pour tout ce qui est budget alcool. C'était impressionnant. Je saurais vous dire parce que je ne m'en rappelle plus, mais c'était par centaines de milliers d'euros chaque année. C'était incroyable quand même. Bon, allez, c'est parti pour la vie tranchée de notre ami Sofiane Lakhdari qui va nous parler d'Algérie. C'est parti, Bingle. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Alors piétinez-moi, allez-y. Et toi, tu veux aborder un point bien spécifique, Sofiane. Voilà, moi je vais souvent en Algérie ces derniers temps et je vois de plus en plus d'embarcations malheureusement à l'extrême ouest de l'Algérie ou à l'est, mais sur les côtes algériennes. Et je voulais en parler juste pour redire que les choses ne vont pas très bien comme certains veulent le dire en Algérie et qu'il y a beaucoup de gens par désespoir et par tenter de trouver autre chose à l'autre côté de la Méditerranée. J'ai écrit un petit truc. On n'a jamais vu un tel nombre d'embarcations quitter les côtes algériennes que les nuits de ces dernières semaines. Semi-rigides, barques de pêcheurs, navires fantômes, bateaux en papier, tous les moyens pour fuir l'Algérie sont sollicités. Seuls, en couple, en groupe ou en famille, en s'entassant sur ces coquilles de l'espoir pour voir si la mer est plus clémente à l'autre côté du rivage. Pourquoi cette inflation de la harga? Tout comme sa sœur des prix, elle répond à la fameuse loi de l'offre et de la demande. Entre ce qu'offre le gouvernement et ce que demande le petit peuple, il y a une mer de désespoir et des temps de malentendus. L'État jure qu'il ne reste plus aucun dinar dans les caisses et les Algériens ne demandent qu'à savoir où sont passés les autres dinars. Pour toute réponse, on promet d'imprimer des billets de banque, de la fausse monnaie pour certains, une planche de salut pour ceux qui ont ruiné le pays, de l'argent pour payer les salaires et les carrières. Pendant ce temps, les gardes-côtes sont actuellement le corps de sécurité le plus sollicité ces derniers temps. La pêche au harraga étant miraculeuse, ce sont des centaines d'Algériens de tout horizon qui sont débarqués dans les ports. On les ausculte, on les engueule, on les fiche et on les présente devant la justice pour un serment dominical. Si ce n'est pas la prison à briques, c'est l'isolement mental.
L'aliénation sociale qu'on vous prescrit pour vous guérir de votre envie de fuir votre beau pays. On vous fait chanter Qassaman 1000 fois et on vous oblige à apprendre tous les noms de ministres avec ou sans double nationalité, que se sont succédés en Algérie depuis l'indépendance. Pour les autres, ceux qui ont échappé au filet des gardes-côtes, l'Espagne ou l'Italie. Pour le reste, une tombe marine, une mort par noyade loin des siens et du deuil. Terribles ces moments de solitude devant la mort où chacun nage pour quelques secondes de vie en plus, seul au milieu de nulle part, à maudire un pays qui ne fait rien pour vous, qui fait tout pour vous envoyer en enfer. Pourquoi les Français, les Allemands ou les Américains ne chevauchent pas les vagues pour fuir? Pour quelles raisons les jeunes Algériens doivent-ils encore jouer leur pour la sauver? Bien. Majid, ça te fait réagir? Je suis là. Non, moi je partage le constat. C'est triste de devoir constater que. Alors c'est vrai, il l'a souligné, c'est quelque chose. Les Halaga, il y a même un film qui s'appelle qui retrace justement l'histoire de ces gamins, parce que c'est des jeunes hommes qui prennent ces embarcations et qui estiment que ils n'ont pas d'avenir en Algérie et que donc ils vont tenter l'Eldorado ailleurs, alors qu'on sait que c'est de moins en moins facile en Europe, notamment en France. Mais ça décourage pas des jeunes de partir parce que la vie en Algérie leur est devenue insupportable parce que et je pense que l'inaction de l'État, la corruption à tous les étages, enfin ils voient bien qu'en fait leur place, ils pensent que l'Algérie au niveau des institutions n'a pas d'avenir pour eux et que même si l'Algérie est un pays jeune, il n'y a pas d'avenir pour la jeunesse et ça c'est dramatique. Donc faire ce constat des années après qu'on en ait parlé régulièrement, c'est juste un aveu d'échec. Et le gouvernement algérien, les gouvernements algériens devraient avoir honte de ce qu'ils ont fait parce que ils sont responsables de la situation actuelle et du fait que beaucoup de jeunes ne rêvent que d'une chose, c'est pas de faire leur vie en Algérie mais d'en partir. Et ça c'est quand même assez triste. Alors justement, sans transition, on va parler maintenant de notre sujet principal aujourd'hui, ce pourquoi d'ailleurs on vous questionne, que ce soit sur Twitter ou sur le Facebook France Maghreb 2, avec ce mot, ça suffit. Deux ex-ministres algériens, deux ex-ministres algériens, Aïbrimi et Abdelnour, un ancien général de l'armée de mer, ont décidé de prendre la plume pour demander à Abdelaziz Bouteflika, 80 ans et au pouvoir depuis plus de 18 ans, sans compter ses nombreuses fonctions de ministre et député depuis 1962, de ne pas se représenter pour un 5e mandat dans 2 ans. Le chef d'État, selon eux, ne serait plus en mesure de diriger le pays. Relayé par Jeune Afrique, l'appel de ces 3 personnalités risque d'avoir un retentissement important en Algérie, où Bouteflika serait actuellement en train de se préparer à briguer un nouveau mandat. Mais l'homme est, dit les ex-ministres et les généraux à la retraite, très lourdement handicapé, incapable de s'exprimer suite à un accident cérébral, vous savez, il y a 4 ans. Le président algérien raréfie les sorties, ne parle quasiment plus, et au-delà de la simple personnalité de Bouteflika, les 3 personnalités accusent ceux qui détiennent véritablement le pouvoir, à savoir l'entourage familial du président et un couple, d'après eux, un groupe de puissants oligarques de se servir du président pour conserver leur influence en Algérie. Tous réclament en tout cas que soit mis en avant l'intérêt supérieur de la nation et adressent un vrai bilan négatif des dernières années d'Abdelaziz Bouteflika. Le pouvoir a selon eux dilapidé la manne pétrolière sans se soucier de l'avenir du pays, en l'occurrence l'Algérie, à un moment où le cours du pétrole a dégringolé. La présidentielle qui arrive dans 2 ans pourrait provoquer, selon eux, de nombreuses tensions, tant la jeunesse a l'impression que le pouvoir a été confisqué par Bouteflika et son entourage, alors que la situation économique du pays inquiète le FMI et la Banque mondiale, qui ont récemment d'ailleurs, pour info, abaissé leurs prévisions de croissance déjà très basse pour l'Algérie. Alors, au vu de tous ces éléments, de cet appel donc de ces 3 personnalités, Sofiane, de quelle manière tu entends cet appel de ces 3 personnalités, donc que sont 2 anciens ministres et un ancien général? Oui, pour le moment l'appel se résume, on peut que se féliciter de voir des personnalités s'indigner de cette gouvernance qui dure depuis quelques années. Le 4e mandat, il a été peut-être le mandat de trop. Le mandat de trop, le changement de la constitution, etc. Mais moi personnellement, en tant que citoyen algérien, je peux me dire que c'est peu ce qu'il propose. Pas de 5e mandat, c'est très peu.
il faut un programme, il faut une vision. Ce qui manque aujourd'hui malheureusement et ce que le peuple algérien cherche. Aujourd'hui, si on n'a pas d'alternative, et c'est ce que avancent comme argument les pro-bouteflikistes, ils vous disent que s'il n'y a pas Bouteflika, il n'y aura pas la paix. Et malheureusement, ces gens-là, ils sont à la première initiative. Je pense qu'ils ont dit qu'il y aura une autre suite à une suite à cela. Ils ont rencontré certaines personnalités. Ils ont commencé par un gars comme Sofiane El Jileli, qui n'a pas une grande assise populaire, mais ils ont promis qu'il y aura d'autres actions et j'espère qu'ils présenteront quelque chose à la population algérienne parce que beaucoup de gens veulent en finir, tourner la page, mais dans le calme et la sérénité, pas dans l'anarchie, et on voit autour de nous des pays qui ont tenté des changements, mais qui n'ont pas été réfléchis, ces changements n'ont pas été encadrés, ils ont été détournés de leur but initial, à savoir le bien-être de la population. Majid, ton regard par rapport à cet appel, d'abord, est-ce qu'il faut y croire, franchement, est-ce que Bouteflika peut vraiment briguer un 5e mandat? Ah bah, on a enfin, lui d'abord possible, ne décide de rien, mais est-ce que le son problème, entourage qui aurait dit pour le 4e mandat? Non, mais qui aurait dit pour le 3e? Ouais. Non, mais le problème, c'est, enfin, le problème, c'est que, en fait, en Algérie, comme ailleurs, plus c'est gros, plus ça passe. Et là, effectivement, on voit bien que Bouteflika est le dernier à décider pour Bouteflika. Oui, c'est plus lui qui décide. Donc c'est effectivement, il est entouré très mal entouré par des gens qui n'ont absolument pas l'intérêt des Algériens et des Algériennes qui veulent simplement conserver leur influence. Qui veulent conserver leur influence, leur pouvoir, leur petit confort. Sauf qu'aujourd'hui, l'Algérie a de moins en moins les moyens d'acheter de la paix sociale. Ouais. C'est ce que j'avais dit la dernière fois et on m'était rentré dedans, c'est que au moment où l'Algérie croulait sous les devises, où les rentrées d'argent étaient coulaient à flot, le baril à $120. Ah ouais, c'est ça, ouais. Donc à cette époque-là, c'est là qu'il aurait fallu investir dans les équipements, qu'il aurait fallu industrialiser le pays. Voilà, en tout cas le développer beaucoup plus que ce qui n'a été fait ici, et de manière beaucoup moins clientéliste, évidemment. Ça n'a pas été fait. Aujourd'hui, on voit bien que l'Algérie va avoir du mal, que ce soit Bouteflika ou un autre, parce que on sait bien que ce sera un homme, hélas toujours. Mais en tout cas, que ce soit Bouteflika ou un autre, la personne qui aura à gérer l'Algérie à partir de 2019, ça va être très très compliqué parce que je pense que on voit bien sur les produits de première nécessité, l'Algérie subventionne. Jusqu'à quand on va pouvoir subventionner ces produits-là? Et quand les gens auront faim, ils seront peut-être moins patients qu'ils ne le sont aujourd'hui. Et quand l'Algérie aura pas les moyens d'augmenter encore un peu plus les salaires des policiers ou autres, ça va être compliqué. Et voilà, il y a pas de vision. Il n'y a pas de vision, ils sont dans le court terme. Même la vision, il n'y a pas au niveau de l'opposition. Ah non, alors là, je te rejoins. Voilà. Je te rejoins. Voilà. Effectivement, l'opposition, ça peut pas être juste Bouteflika dehors. C'était tout ma question. Est-ce qu'il y a une réelle opposition en Algérie? Mais malheureusement, il y en a-t-il une? Non, malheureusement, il faut le dire. C'est le peuple algérien est devenu nihiliste. Il ne croit ni au pouvoir ni à l'opposition. Ouais. Parce que l'opposition ne fait pas son travail, ne fait pas de proposition à part Bouteflika dehors, Bouteflika c'est fini. Ça suffit pas. Ça suffit pas. Ouais. Voilà. Alors, si on revient à l'histoire algérienne, depuis 1830, si on peut dire, il y a 3 grandes personnalités qui ont pu rassembler un grand nombre d'Algériens. C'est bien l'Émir Abdelkader, c'est le Houari Boumediene et c'est Boudiaf. Paix à leur âme. Voilà. Monsieur, si on voit par exemple l'Émir Abdelkader, c'est un homme qui avait comme programme de combattre l'envahisseur. Boumediene, qu'on soit pour ou qu'on soit contre, il a essayé de moderniser et d'industrialiser l'Algérie. Et Boudiaf, il est venu pour combattre la corruption et le fondamentalisme. Ouais. Voilà, c'est des gens qui ont pu rassembler autour d'un programme, chose qu'aujourd'hui malheureusement au niveau du pouvoir et en même temps au niveau de l'opposition, on ne le voit pas. Cette opposition qui a un pouvoir à l'agonie, tout le monde le constate aujourd'hui qu'il vit ces dernières heures. Mais sauf que malheureusement, on a une opposition qui n'est pas à la hauteur de l'enjeu. Tous les Algériens ne souhaitent que tourner cette page et d'aller vers une deuxième république, mais dans la paix, dans la sérénité, pas dans l'anarchie. Alors justement, on vous demande un petit peu ce que vous en pensez. Doit-il se représenter pour un 5e mandat? Parce que certains le veulent. Moi, déjà, la question ne se pose même pas. Alors, quelqu'un qui n'a même pas parlé avec son peuple au bout de ces dernières années, 4e mandat, il n'a jamais. On la pose quand même. En tout cas, les auditeurs répondent. Younes qui nous dit non, ça suffit, il doit prendre sans exception leur retraite et laisser la place aux plus jeunes. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Melik qui nous dit un candidat qui a fait
campagne sans discours, c'est vrai. Hein. Ça n'est jamais arrivé à part en Algérie, nous dit-il. Donc en 2019, la campagne va se faire. Ils peuvent s'organiser pour le faire gagner de toute façon. Ouais, Voilà, comme de toute façon, même si le peuple algérien majoritairement n'en veut pas, les urnes diront qu'ils en veulent. Hicham qui nous dit tant qu'il respire, il se présentera. Il gardera Kiev au pouvoir. Non, mais maintenant l'armée, elle n'est pas pointée du doigt hein, par certains. Par exemple, si on voit un opposant comme Nordin Bokroh, il a fait un appel à l'armée pour faire un coup d'État. Et il a été repris par un journal de la porte-parole de l'AMP, c'est le Jaish. Alors j'ai trouvé un commentaire qui va un petit peu à l'encontre de tout ce que l'on peut lire. C'est Abdelali qui nous dit c'est un bon président, un 5e mandat ne peut être que bénéfique pour l'Algérie. Son film préféré à l'auditeur c'est quoi? C'est Casper? Je ne sais pas. Sofiane. Non mais moi j'ai pas envie. Qu'il se repose, il est fatigué. Ça, moi j'ai pas envie qu'on personnalise le débat. C'est un système, c'est toute une. C'est un système. Bon, alors. Et Bouteflika lui-même, là, aujourd'hui, c'était pas le cas avant, il en est victime aussi. Ouais, quelque part. Certains parlent de certains oligarques qu'il est emprisonné par cette oligarchie avec son frère Saïd Bouteflika. Notamment. Alors, on va passer maintenant au coup de cœur si vous voulez bien messieurs, avant de jouer dans un instant le quiz et avant Libertad pour que vous puissiez rentrer défoncer Majid et Sofiane dans un instant sur France Maghreb 2, coup de cœur. France Maghreb 2, le coup de cœur. Tiens, on va commencer par Sofiane. Moi, c'était un sénateur marocain que je tenais à féliciter. Je n'ai pas son nom malheureusement, mais j'ai la vidéo. Peut-être on va la mettre sur la page Facebook de France Maghreb 2, oui. Où on voit l'invitation officielle de Amir Peretz, qui est un ancien ministre de la défense de la guerre israélienne, et qui a été invité au Sénat marocain pour une affaire de parlement, etc. Et on voit la normalisation qui commence à s'officialiser dans certains pays arabes, mais il y a des gens au sein du Maroc qui refusent cette normalisation de plus en plus visible, et on voit au niveau de la vidéo même le président du Sénat marocain prendre la défense d'Amir Peretz parce que le sénateur disait qu'il était un criminel de guerre, et c'est le président du parti travailliste aujourd'hui israélien. Pas Amir Peretz, il faut rappeler, de père et de mère marocaine. Majid, c'est tout autre chose. Toi, c'est Daniel Obono que tu souhaites mettre en avant. Alors, je souhaite attirer l'attention des auditeurs et des auditrices sur Daniel Obono, donc qui est député France Insoumise de Paris et qui est victime depuis plusieurs semaines maintenant de campagnes de calomnie régulières de la droite, de l'extrême droite, mais aussi d'une partie de la gauche dont je parlais tout à l'heure, qui est la gauche supposément laïque, mais assurément islamophobe et raciste. Donc, il y a effectivement pas mal de campagnes lancées et relayées par certains médias qui sont très virulents sur Daniel Obono, dont Minute, donc qui a fait sa une avec elle récemment. Donc on arrive à un stade où c'est assez compliqué et on entend très peu de personnes de haut rang s'indigner sur la façon dont elle est traitée. Et clairement, ça me rappelle le traitement qui avait été fait de Christiane Taubira à une époque, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu es une femme noire qui refuse de dire vive la France quand on te demande de le dire, et qui combat l'islamophobie, qui défend les quartiers populaires et qui refuse de tomber dans la stigmatisation, tu es victime de campagnes de diffamation menées par une convergence qui va de la gauche à l'extrême droite, et c'est assez puant. Donc soutien total à mon ami Daniel. Très bien, bien entendu, mon cher Majid. Allez, dans un instant, si je vous mets ça, les gars, vous connaissez forcément. Qui ne connaît pas le groupe Rai Narai, qui va se produire le 5 novembre prochain à Aubervilliers, à l'Embarcadère. Vous connaissez peut-être l'Embarcadère. Oui. Dans le cadre du festival Ville des Musiques du Monde, dont c'est le 20e anniversaire. D'ailleurs, le groupe Rai Narai, ils seront pas seuls, mais ils seront évidemment en guest star ce jour-là pour cette soirée Rai, donc du 5 novembre prochain, 17h. J'ai des places à vous offrir. Vous jouez avec nous au quiz 01 40 33 9000. C'est maintenant, et Libertad, ça débarque dans un instant. France Maghreb 2, France Maghreb 2. LGF, le grand forum avec Sofiane Lakhdari et Majid Messaouden. Sofiane, tu veux des places pour Rai Narai, c'est ça? Rai Narai. Bon, j'ai envie de te dire, sois le bienvenu. Je te présente ton adversaire avec qui tu vas jouer donc. Elle s'appelle Amira. Et ouais, c'était pas prévu. Salut Amira.
Ah, salut. Comment ça va, Ah oui, Amira? à l'anniversaire au secours, elle va être plus fort que moi, je pense. Non, non, attends, parce que Sofiane, il veut des places, il dit ok, pas de problème. Mais alors, t'es comme un auditeur, Oui. tu joues, voilà. Donc, je vais moi, poser... moi, j'aime bien Rina Rai, tant mieux si je gagne, et puis, T'inquiète, tant mieux t'inquiète, si je Amira. perds. Amira, Ça donnera t'inquiète quelqu'un, pas. voilà. En plus, Majid, Il va passer les réponses. Hein. Majid, il aura l'occasion de t'aider. Voilà, d'accord? On va commencer par toi. Parce que j'ai des trous de mémoire, avec le Xanax au secours. Ouais. J'ai essayé de me rappeler. Amira. Voilà, on y va Ouais. avec Majid qui va t'aider. D'accord, Donc, on y va les bonnes réponses, t'écoutes bien les questions. Majid, il peut t'aider. Alors, Majid, tu aides Amira, attention. Donc si je réponds, c'est pour elle, c'est ça? C'est pour elle, exactement. Par contre, tu ne verras pas Sofiane. Donc du coup, j'irai pas voir Anarai. Ok, c'est enregistré. T'inquiète, je te mets, t'inquiète. Non, mais pas de soucis. T'inquiète J'écoute. Allez, on y va. Allez, on y va, Amira. Buzzer. Allez. C'est parti. Première question. Je dois dire quoi, oui ou non, c'est ça? À la télévision, quel policier s'exclame, d'ailleurs de manière assez couramment, quand je vais dire ça à ma femme? Comment s'appelle? Colombo. Oui, bonne réponse. Dans quel... Oh, mais... Amira. Je vais arriver trop tard. Dans quel Mais c'est pour toi. C'est pour toi. Ah ouais, faut aller... Dans quel stade, ouais. tais-toi! Dans quel stade joue l'OM lorsque Vélodrome. le joue à domicile? Vélodrome. C'est pas pour toi, Sofiane. Hein? C'est pas pour toi. Oh, lui, c'est plus solide, je connais pas le foot, moi. Majid, L'OM, quel attends. stade? Vélodrome. Voilà. Dans quel pays se situe l'île de Koh Lanta? Majid? C'est pas Thaïlande? Dans quelle chanson française, on parle de chanson française, hein, de quelle chanson française le tube My Way est-il une adaptation? Ah, purée, je connais. Ah, c'est My Way, célèbre chanson. Bah, c'est connu. Je sèche. Ah, Quel oui, joueur, comment il s'appelle quel joueur de basket est surnommé Tipeee? Ah, c'est le genre français, le grand. Oui. Ah putain, je l'ai sur le bout de la langue. C'est Tony Parker. Tony Parker, voilà. Attends, faut répéter? Bon, alors, J'entends et pas. sinon, de quelle chanson française le tube My Way était-il une adaptation? C'était évidemment comme d'habitude, voyons. Ah, Bon. Chris François. Ah oui, comme d'habitude. Alors, bouge pas, mon cher Sofiane, je pense que ça va être pour toi, mais on va voir. Attends, on va voir. On va voir, Ah ouais, Sofiane. c'est Amira, croise les doigts de pied, on sait jamais. moi, c'est Allez, sport, Sofiane, on y va. Je te pose des questions, mon ami Sofiane. Vas-y. Selon l'expression, qu'est-ce qui n'atteint pas la blanche colombe? Bon. Tu peux passer, hein, vas-y, passe. Passe. Quel océan, Non, sport ou... ouais, quel océan borne la côte ouest des États-Unis? Quel océan? Borne Est, Borne ouest. Pacifique? De combien de joueurs est composée une équipe de handball? 7. De quel pays la moussaka est-elle une spécialité? La moussaka. Ah, Moussaka, c'est la Grèce, non? Dans quel pays se situe la ville d'Helsinki? Helsinki, Finlande, ça c'est bon. Bon, eh Moi, bien, géographie, sport, d'accord. mais- victoire de notre ami Sofiane Zakhdari. Arrête, Ma chère non, Amira, non, bah si. Ah si, t'as gagné. Largement. Amira. C'était facile Ouais, pour moi. c'est pas grave, moi, c'est pas grave, j'ai perdu. Mais je peux faire mon annonce pour leur manif ou pas? Bah vas-y rapide alors, vas-y. Vite fait, pour les Rangers, vous savez, moi je suis plus pour ça. Et on organise, enfin pas moi, hein, il y a une manifestation le 15. Il faut venir, donc c'est de 16h à 19h, en partant de Ménilmontant jusqu'à la Bastille. On fait une marche pour les ruines chasse. D'accord, Alors, donc venez dimanche. nombreux, s'il vous plaît, parce que Merci. je vais pas attendre de vous appeler. Merci Voilà. Amira et bonne soirée, à très bientôt. Allez, c'est parti, on lance Libertad. Donc Sofiane, tu iras voir Ryan Ray, hein. Ouais, Ah. Tu seras là au moins, tu seras pas en Algérie? Le 5 Le 5 novembre, novembre. ouais, je serai là. Ah bon, très bien. 01 40 33 9000, c'est le moment d'appeler, évidemment, si vous souhaitez bien nous dire ce que vous voulez, parce que c'est un peu le principe de Libertad. 01 40 33 9000, que vous soyez de Marseille, Dijon, Clermont-Ferrand ou partout ailleurs en France, vous avez écouté Sofiane Majid de parler, bien vous souhaitez réagir. Allô, bonsoir. Allô. Oui. Bonsoir. Allô. Quel est votre prénom, madame? Najet. Najet, vous nous appelez d'où, Najet? De Paris. De Paris, d'accord. Mais baissez votre radio, Najet, derrière, parce qu'on entend le retour, voilà. Oui. Alors on vous écoute, Najet, qu'est-ce qui se passe? Par rapport à Bouteflika, on est dans un cas manifeste de maltraitance de personnes âgées. Est-ce qu'on pourra... on rentre dans une procédure judiciaire. C'est-à-dire? On est dans un cas manifeste. Est-ce que Bouteflika est sous d'accord. curatelle ou sous tutelle? Oui, d'accord, ok, je comprends ce que vous dire. Sofiane, Majid, si vous souhaitez répondre, est-ce qu'il y a ce cas de maltraitance pour personnes âgées, là, pour le coup? Enfin, maltraitance. Enfin, en tout cas, enfin, il est probable qu'il soit manipulé, utilisé. Ils ont essayé d'activer l'article 102, c'est-à-dire dans l'incapacité de diriger, ça n'a pas abouti. Ça n'a pas abouti. Et pourquoi?
Eh bah, pourquoi? Parce que ils font bien ce qu'ils veulent. Il a mis son ami Mourad Meddelsi comme président du Conseil constitutionnel. Oui, mais est-ce qu'on pourra enclencher la procédure judiciaire dans un autre pays que... Ah, il faut proposer quelqu'un. On sait jamais. Ouais. Voilà. Merci Najette, merci beaucoup et bonne soirée en tout cas. Libertad 01 40 33 9000 et quelques dernières minutes là pour interpeller Sofiane et Majid ou pour nous dire ce que vous voulez. Évidemment faire une petite annonce, appel à la manifestation, je ne sais quoi. Allô, bonsoir. Ouais, bonsoir. Bonsoir, prénom et ville d'appel. Bonsoir. Kamel de Lille. Kamel de Lille, dans le nord, parle comme ça là-bas. Kamel, qu'est-ce qui se passe? Bah écoute, moi je voulais juste intervenir par rapport au petit PV de stationnement. Ah, qu'est-ce qui t'arrive? Bah le truc c'est que j'ai été verbalisé alors que j'ai dit à la SVP que j'étais en panne. Il m'a dit non c'est bon, je vais pas vous verbaliser. Je pars, une semaine plus tard je reçois l'amende. Ah ouais, donc verbalisé. Bon, combien 17 euros, mais moi 17 je m'en fous, 17 euros, c'est juste la parole de l'homme. Il m'a dit bon bah je vais pas vous verbaliser. Ah ouais. Et puis je les ai rappelés, ils m'ont dit ah non de toute façon, puis le mec qui m'a verbalisé il m'a dit de toute façon votre ticket n'était plus valable. J'ai dit mais je vous ai dit que j'étais en panne. Merci Kamel et désolé pour les 17 euros et pour la parole de l'homme qui n'a pas été respectée pour le coup. Salut Kamel, ciao, à bientôt. 01 40 33 9000, on a le temps d'en prendre un petit dernier. On me dit oui, allez, c'est pas grave, il y a Majid et Sofiane qui sont là aujourd'hui. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, Christophe, bonsoir à tes invités. Juste pour un prénom. Oui, Ali, on t'écoute. Oui. Ouais, juste un coup de cœur et pour la vie tranchée de Sofiane. Oui, merci. Et puis pour son retour aussi, hein. Merci. Ah oui, c'est vrai. Juste pour faire un trait d'union, Majid, c'est pour l'Algérie, c'est pour ceux qui soi-disant sont défoncés. S'ils veulent bien m'expliquer comment que ça se fait qu'un directeur d'hôpital meurt ici dans un hôpital public français. Ouais. Bien sûr. Ouais. Voilà. Et d'ailleurs, il y a un article dans Le Monde aujourd'hui qui insiste sur le nombre de médecins étrangers en augmentation en France. Alors pas forcément que des Algériens, mais européens et extra-européens, qui a un nombre en augmentation dans les hôpitaux français. 12 000. Je parle d'un directeur d'hôpital algérien qui meurt ici en France. Le problème il est où? Voilà, c'est ça. Malheureusement. Arrête de se voiler la face. Merci Ali, merci à toi. Ciao. Bonne soirée. Et bien merci les gars, vous nous avez offert une belle émission les gars. Vous avez été un beau duo qu'on sera amené à renouveler. Si vous Bonsoir voulez tout le bien. monde. Bonsoir Majid, à bientôt. À bientôt Sofiane. À bientôt Charles. Restez bien à l'écoute de votre radio France Maghreb 2, il est 18h pile. C'est l'heure dans un instant de retrouver Medjahed pour l'heure le flash de 18h avec Marine Garel. Bonsoir Marine. Bonsoir à tous. 2 ans après la COP 21 et l'engagement d'une ville neutre en carbone à long terme, Paris veut se débarrasser des voitures à essence en 2030. Un premier objectif de la fin du diesel pour 2024, année des Jeux Olympiques, avait été fixé. Des voitures incendiées, des projectiles lancés sur les forces de l'ordre. Plus de 40 militants d'extrême gauche, la plupart cagoulés, ont été interpellés ce matin au Bois de Boulogne à Paris. Un rassemblement présenté comme une chasse au DRH. Un congrès de ressources humaines se tenait en effet juste à côté. Le siège parisien de la chaîne beIN Sport a été perquisitionné dans le cadre de l'enquête ouverte par la Suisse contre l'ancien secrétaire général de la FIFA et le patron du groupe de télévision. Entre 100 et 150 salariés de Lidl ont manifesté ce matin à Rungis devant le siège opérationnel français du groupe de distribution allemand. Ils ont dénoncé leurs conditions de travail, récemment épinglées dans une enquête de Cash Investigation diffusée sur France 2. Une famille composée d'un Canadien, d'une Américaine et de leurs 3 enfants, capturés en Afghanistan en 2012, a été libérée lors d'une opération de l'armée pakistanaise. L'opération a été menée suite à leur passage au Pakistan dans la zone tribale de Kuram, proche de la frontière afghane. Le communiqué de l'armée pakistanaise précise que les 5 personnes sont saines et sauves. Depuis la révélation du scandale Harvey Weinstein, la parole se libère à Hollywood. La liste des femmes concernées ne cesse de s'allonger. Conséquence de l'effondrement d'une barrière fin septembre, la prochaine rencontre prévue au stade de la Licorne le 21 octobre prochain se déroulera finalement au Havre. Les Amiénois recevront Bordeaux au stade Océane pour le compte de la 10e journée de Ligue 1. Et puis cette histoire insolite, maintenant, les gendarmes sont intervenus auprès d'une famille de 7 dans l'Hérault. Ils se sont fait voler leur toit. Ce n'est pas la première fois qu'ils sont victimes de cambriolage. 20 effractions au total en 47 ans. Une enquête a été ouverte. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.